c'est très 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 dur quand un athlète décide de prendre sa retraite, parce que c'est on dit souvent c'est la petite mort de l'âme de l'athlète en fait. En fait, en étant sportif de haut niveau, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il graine, on va s'entraîner. C'est vrai que la cuisine ne se marie pas avec un sportif de haut niveau parce que j'adore la bouffe. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont un niveau national et qui n'ont pas d'argent, qui ne vivent pas de l'athlétisme, mais qui abandonnent tout en fait. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Ronald, c'est sympa d'avoir accepté cet échange. Bonjour. J'aimerais, avant qu'on commence notre discussion, te présenter un petit peu si t'es d'accord. Avec plaisir. Alors, je vais te présenter. Ronald Pognon, tu es sprinter bien connu dans la sphère athlétisme. On se souvient bien évidemment du titre de champion du monde en 2005 sur le 4x 100 mètres que tu as gagné avec l'équipe de France. Mais tu es surtout le premier Français à passer sous la barre des 10 secondes et tu détiens d'ailleurs toujours le record français en salle du 60 mètres à 6 secondes 45. Tu es 6 fois champion de France, participe à 3 Olympiades avec au bout une médaille de bronze à Londres. Alors avant de revenir sur tout ton parcours et ce qui t'anime en ce moment, comment t'as commencé l'athlé? Pourquoi t'as choisi ce sport? C'est vrai que j'ai commencé l'athlé en Martinique. Je suis originaire de la Martinique, de la ville du François. Et j'étais footballeur. Du coup, j'ai joué au foot au club franciscain, mais comme ça en loisir. Et puis, au lycée, j'ai mon prof de PS qui m'a demandé si je voulais participer à un cross de fin d'année. En fait, on fait un cross autour de la ville. La ville du François, c'est une ville qui est un peu qui est rocailleuse. Il y a la plage d'un côté et puis de l'autre, il y a des montagnes. Et du coup, on avait fait un circuit qui faisait montagne, un peu de plage et un peu de champ de canne, parce que dans la ville du François, c'est là qu'on fait le rhum Clément. Ok. Voilà, du coup, on avait un petit parcours qu'on courait dans le champ de canne, à peu près, ça faisait à peu près 10 kilomètres. Et figurez-vous que j'ai gagné cette course. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on m'a proposé de faire, de participer à l'UNSS. UNSS, c'est de faire des C'est les compétitions. sports à l'école. Voilà, c'est sport à l'école. Du coup, il m'avait demandé de participer à 1200 mètres à l'époque. J'aimais pas trop parce que je suis pas fan de l'endurance. Après, j'ai essayé les haies. J'arrivais à courir vite entre l'intervalle, mais le franchissement de la haie, je sautais comme un saut de mouton, en fait. Ouais. Ça perdait du temps. Et puis, au final, il m'a dit, bon, essaye un 200 mètres. J'ai essayé un 200 mètres. Et puis, figurez-vous, sur le 200 mètres, pas de technique, ni rien.
J'ai fait une très belle course, j'ai fait un très beau chrono. Et puis c'est à partir de ça que j'ai commencé à faire du sprint. Ouais. Ouais. D'abord Ok. sur 200. Ouais. Ouais, donc au départ, t'étais pas du tout parti. C'était pas un truc que t'avais en tête en fait. C'est qu'on Non, 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 non. on t'a demandé de faire un cross. On a vu tes bons résultats et puis c'est de fil en aiguille que t'es allé sur le 200 mètres. Ouais, ouais. Euh, ok, super. Après ça, tu viens quand en France? Si t'es venu en France, à partir de Ouais. quand t'intègres l'INSEP? J'imagine que t'as intégré l'INSEP après. Mhm. Alors, en fait, mon arrivée en métropole, c'était en 2003, après les championnats du monde à Paris. Alors, il faut dire que je rentre en équipe de France senior en 2001. Du coup, je reste toujours en Martinique. En 2001, je deviens le premier Français à être champion d'Europe du 200 mètres junior. Voilà. J'avais la quatrième perf à l'époque sur le 200 au tour de championnat. Et j'arrive, je bats mon record perso, je fais 20,80 en étant junior. Et puis, du coup, je gagne la course. C'était mon premier titre de champion d'Europe sous les maillots de l'équipe de France. Voilà. Et après, 2002, je participe au championnat d'Europe senior je me rappelle plus où c'était, je crois que c'était Munich ou autre, je sais plus. Et je finis demi-finaliste. Et puis en 2004, ben, à partir de 2004, je commence à éclater à battre mes chronos, notamment sur le 100 mètres. Et du coup, au championnat du monde à Paris, j'ai participé au championnat du monde à Paris sur le 100 mètres, Dans le stade euh, Saint-Denis là. dans le stade de Saint-Denis. Et j'étais même dans la course du fameux I Did Not Move de John Drummond, le 100 mètres le plus long dans le monde de l'histoire de l'athlétisme, plus de 45 minutes avant de courir un 100 mètres. Ah ouais. Ouais. Pourquoi autant de temps Parce qu'en fait, il y a eu un faux départ. Alors, l'anecdote, il y a eu deux faux départs sur cette course. Et le premier faux départ, c'était Assafa Powell qui était au couloir 2 à côté de moi, j'étais au 3. Et le deuxième faux départ, à l'époque, c'était John Dumont. Et c'était son dernier championnat du monde. Oh, Il il se part fait en éliminer. retraite. Il se fait éliminer pour un faux départ et il voulait pas quitter la piste. Et du coup, le club américain, à chaque fois qu'on donnait le départ, ben, ça huait, qui voulait participer. Il voulait pas quitter le stade. Et du coup, ça a duré très longtemps. Et même dans cette course, il y avait, je me rappelle toujours de Atou Boldon qui était dans cette course aussi. Voilà, il y avait Atou Boldon. Il y avait le Canadien qui me disait, allez Ronald, essaie de calmer le public pour qu'on puisse courir. Mais voilà, malgré ça, ça a duré très longtemps, quoi. Voilà. Oh, ah ouais, je me souviens pas. Alors j'étais tout petit, moi j'ai assisté Ouais, à Saint-Denis, mais je m'en souviens pas du tout que c'était, ça me paraissait aussi long. Ah, ça ouais, devait être incroyable. Ça me rappelle aussi l'histoire, moi, du coup, que je connais mieux avec Usain Bolt qui se fait éliminer aussi sur ses, je crois que c'est dernier championnat du monde qui se fait oui, éliminer aussi deuxième faux ouais, départ. Ouais. ouais, dis un peu Ouais, départ. c'est vrai que c'est dur en même temps. Hein. Ouais. Euh, je voudrais revenir sur ton titre de champion du monde de 4 fois 100 mètres. Mhm, Et rentrer dans ta tête un peu. mhm. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, quand juste avant la course, quand t'es en attente, là, tu vois. Toi, t'étais à quelle place déjà? J'étais à l'inopposé, ouais, le plus long parcours. Ouais. Ok, donc t'es troisième du coup à courir? Deuxième, deuxième. Deuxième, ok. Alors, T'es Ladji deuxième. Doucouré au départ, moi je suis à la ligne opposée, je donne à Eddie de Lépine, et Eddie de Lépine donne à Ludovic à la ligne d'arrivée. Et toi, du coup, justement, alors t'es deuxième là, avant que la course démarre, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est quoi ton psychologiquement, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis quoi? Ben, déjà, alors, avant d'arriver sur cette finale, il faut dire qu'on était quatre gars, on se connaissait très bien en fait. On allait manger souvent ensemble, on avait une complicité, on avait appris à se connaître. Ladji, je le connaissais très bien, c'est ma génération. Eddie Delépine, il vient de la Martinique comme moi, j'ai pas mal de participé des championnats avec lui, des courses ensemble. Lui et Dovi pareil. Mais il faut dire que cette course-là, on a rien respecté. Pourtant, on est champion du monde, hein, on n'a rien respecté. On avait des marques, vous savez, on donne des marques, on a une zone pour récupérer le Le témoin. relais, ouais, le témoin, Et pardon. voilà, pour récupérer le témoin. Et je me rappelle, Ladji me dit, je vais arriver vite, t'as 26 pieds, ajoute quelques pieds. J'ai dit, bah, bon, ok, pourquoi pas, j'ai confiance en toi, ok, tu vas arriver vite. Au dernier moment, comme Au ça. dernier moment, on a changé les trucs. Je dis à Eddie, Ladji m'a dit d'ajouter 2 pieds, ben toi aussi ajoute 2 pieds parce que je vais arriver vite aussi. Il m'a dit, parfait, voilà. Et du coup, bon, on avait une telle confiance en nous parce qu'en fait, Ladji il venait juste d'être champion du monde. Euh,
moi, j'avais fait 2 fois demi-finaliste, soit sur le 100 et sur le 200. Du coup, j'étais en pleine forme aussi. Et puis aussi, je voulais aussi racheter ma non-qualification sur la finale du 100 mètres. Parce que quand même, en 2005, j'avais quand même la 4e perf mondiale de tous les temps sur 100 mètres. Et du coup, j'ai pas réussi à me qualifier en finale. Du coup, c'était une belle déception pour moi. Ouais, je Et comprends. du coup, voilà. Du coup, il fallait tout donner pour ce relais. Et puis, prouver que, voilà, qu'on pouvait gagner parce que personne ne comptait sur nous. Parce que les gens voyaient les Trinidad, les autres équipes, mais pas la France, quoi. Et nous, on savait qu'on pouvait faire un très gros coup. Et la preuve, on a démontré qu'on a fait un gros coup. Je me rappelle la ligne droite. C'est ma ligne droite la plus rapide de tous les temps jusqu'à maintenant. J'ai couru ce 100 mètres là en 8,74 parce qu'on est lancé. Voilà. Ouais. En 8,74, Eddie de Lépine, il a fait un virage excellent. Excellent. On n'a jamais vu un virage comme ça. On aurait dit c'était une mobilette qui virait dans un virage. Mais franchement, il était très rapide, hein. Et puis on donne le témoin à Louis Douvi et puis on gagne quoi. Voilà. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et justement, toi, en place de moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de savoir, c'est justement là, donc t'es en place de deuxième. Ouais. Comment est-ce que t'appréhendes justement bon, c'est Ladji du coup qui vient derrière toi. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que quand on est comme ça, on n'est pas au départ, donc j'imagine que c'est un autre exercice, tu vois? Ouais, ouais. C'est un autre exercice et il faut dire que la ligne opposée, c'est la plus dure dans le relais. Ok, Parce que Ladji donne il donne de la vitesse au témoin, en fait, et il me le donne, en fait. Tandis que moi, j'ai deux passages à faire. Une, je dois réceptionner le témoin dans les mains de Ladji, et deux, le donner. C'est-à-dire que j'ai deux difficultés. C'est-à-dire que quand je vais tendre ma main en arrière, ça va me ralentir, en fait. Et en prenant le témoin, hop, je dois le donner à, à Eddie. C'est-à-dire que je dois lui dire, hop, je dois regarder sa main au bon moment pour le donner. Il faut pas qu'il perde de la vitesse. Alors du coup, il faut bien jauger les deux. Et, euh, et moi, je trouve que le passage entre Ladji et moi, ça s'est fait en une foulée. On n'a jamais fait ça en entraînement, lors des rassemblements. Ça s'est fait en une foulée. Il m'a dit, hop, j'ai mis ma main, boum, et c'est parti, j'ai pris le terrain. Et pareil, pour Eddie Delépine, je voyais que j'arrivais très vite sur lui et je l'ai laissé prendre de la vitesse. Du coup, la marque qu'il avait mise à 32 pieds, j'ai laissé encore créer de la vitesse et pour lui donner au bon moment. Voilà. Mais tout ça, ça s'est fait instinctivement en fait, parce qu'on se connaît. On se connaît. Je savais que dans tel appui que Eddie allait rentrer dans le virage et pareil pour Ladji. Il savait où on était, comment se placer dans l'espace. Voilà. C'est comme ça qu'on a réussi à bien faire passer ce passage parce que c'est un passage qui est très 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 dur et très précis. La ligne opposée, c'est la plus compliquée parce que la ligne droite elle dure 120 mètres. ok, Parce qu'on dit 120 mètres, c'est-à-dire qu'on part au début du virage de la G. Du coup, on a 20 centimètres plus encore, on a encore 10 centimètres dans l'autre côté pour Eddy. Et la ligne droite, elle fait 80 mètres à peu près. Et du coup, pendant 120 mètres au total, il faut carburer, il faut y aller, quoi. Là, c'est une course de vitesse à sensation. Voilà, en plus on se bat contre le vent parce qu'on a la ligne opposée, on a le vent de face et du coup il faut vraiment, comme on dit, appuyer au sol pour aller très vite, quoi. ouais, puis comme tu dis, t'avais ta revanche à prendre. Ouais, Et ouais. alors, j'imagine aussi, t'en as parlé de cette complicité Mhm, que t'avais dans l'équipe de France, et c'est peut-être une des choses qui a fait aussi que vous avez gagné ce titre, c'est que vous étiez très complices entre tous. mhm. Est-ce que t'as gardé justement des liens après ta carrière avec eux? Oui, Est-ce que toujours. Ouais, toujours. voilà, et comment ça se passe justement après le haut niveau quand bah justement quand il y en a, j'imagine que vous avez pas pris votre retraite ensemble, mais quand vous prenez votre retraite ensemble, vous prenez votre retraite chacun de votre côté, est-ce que ça s'éloigne un petit peu et après vous vous retrouvez, ou le lien il Ben, est toujours très fort, tu vois? ouais. Moi, pour ma part, quand j'ai entamé ma reconversion au sein du groupe Alten, de l'entreprise où je suis actuellement, c'est vrai que c'est un peu complexe pour moi parce que je voulais vraiment faire le deuil de la clé en fait, parce que c'est très 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 dur quand un athlète décide de prendre sa retraite, parce que c'est la petite, on dit souvent c'est la petite mort de l'âme de l'athlète en fait. Et du coup, quand j'ai entamé ma reconversion au sein du groupe Alten, j'ai voulu vraiment séparer les deux, c'est-à-dire
trouver un nouveau challenge, que je puisse me challenger de nouveau. Parce que vous savez, les athlètes, les sportifs professionnels, nous on fonctionne sur des choses de challenge en fait. On adore le challenge en fait. Et il me fallait un nouveau challenge. Il fallait un métier que je connais rien du tout dedans, que je pouvais m'épanouir et en même temps que je puisse me concentrer à 200% dedans. Du coup, quand j'ai atterri au sein du groupe Alten, Alten c'est une société de conseil et de services. Moi, je suis dans un pôle qui est lié autour de l'informatique. Du coup, je savais rien du tout de l'informatique. On me disait le Java, moi je pensais que c'était l'île de Java. On me disait le réseau, je savais pas du tout. Moi, je savais rien du tout. Et du coup, ce côté challengeant, ça m'a donné envie d'apprendre ce nouveau métier et puis d'être à fond dedans. Et du coup, je me suis séparé petit à petit un peu de l'athlétisme. Et là, du coup, là, je reviens un peu dedans parce que c'est bon, j'ai fait tout le deuil de la clé, tout ça. Je suis monté en compétence très vite dans mon nouveau métier. Je suis arrivé en tant que chargé de recrutement. Ensuite, je suis passé ingénieur d'affaires. Et là, maintenant, je suis responsable d'agence. Du coup, voilà, j'ai un bel, je suis bien monté en compétence comme je voulais. Et là, du coup, c'est vrai que en dehors de ça, j'ai souvent l'adjé au téléphone ou bien par Instagram. Eddie de Lépine, il était parti en Martinique, maintenant il est revenu en métropole. Du coup, on se chatte aussi, on parle souvent. Et voilà, c'est tout. Ouais. Du coup, il y a quand même un lien très fort, mais t'as dû faire Oui, comme tu dis, t'as dû faire ton deuil à un moment et quitter oui, complètement et ouais, laisser à côté. Alors, t'as parlé de plein de métiers. Là, oui, j'aimerais bien revenir sur plein de choses. oui, vas-y, vas-y. Alors, pour revenir sur ta reconversion, donc t'as fait un bac pro sur la fabrique de peinture au début et des matières Oui, premières. T'as fait c'est de la ça. finance après, t'as travaillé à la Ouais. douane, Mhm. maintenant dans le recrutement. Et comment t'es passé de l'un à l'autre hyper Ouais, rapidement comme ça? ouais. Comment t'as intégré d'ailleurs un métier où t'y connaissais, comme tu dis, t'y connaissais rien? Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est vrai que moi, j'ai un parcours assez atypique. Au tout début, j'ai un bac pro sur la fabrication des matières premières de la peinture, en fait. Dans cette branche de bac pro, j'aurais pu prendre la partie la plus facile, par exemple, aller peindre, faire de la finition, faire que de la peinture, en fait. Et ça, j'aimais pas ça. J'aimerais travailler dans la matière, en fait, savoir qu'est-ce qu'il y a dans la peinture et tout ça. Du coup, je me suis plus perfectionné dedans quand j'ai effectué mon stage dans une dans un équipement de peinture aux Antilles, hein. Du coup, j'ai appris à fabriquer la peinture, à faire des stages avec ça. D'accord. Et ensuite, quand je suis arrivé en métropole en 2003, j'avais fait un challenge avec le journal de l'équipe, et je voulais toujours travailler en fait. Parce que quand je suis arrivé en 2003, j'avais des contrats, mais je me suis dit bon ben, je vais m'entraîner le matin, l'après-midi je fais rien, pourquoi pas essayer de trouver un boulot quoi. Et du coup, c'est un pari fou. L'équipe a fait un challenge. L'équipe a fait un challenge avec d'autres sportifs. Il y avait un judoka, un escrimeur et moi. Et puis du coup, ils ont lancé une annonce comme ça dans un journal. Et du coup, il y a l'entreprise qui s'appelle Omnium Finance, qui se trouve à Toulouse, qui m'a contacté. Voilà, on a fait un reportage avec eux et puis qui m'a appris les métiers, notamment sur la fiscalisation, comment vendre des appartements, comment défiscaliser et autres. Et c'est à partir de ça que j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Voilà. Et par la suite, j'ai été contacté par la douane pour être agent de constatation. Voilà. C'est-à-dire que je resterai toujours sportif de haut niveau, mais en contrepartie, il m'apprenait les nouveaux textes de loi, tout ce qui était les textes de loi sur la partie dédouanement et autres, quoi, pour Ok. devenir ensuite agent de constatation pour la douane. Ok, Voilà. c'est Du ce que coup, maintenant on voit les athlètes SNCF voilà, ou des c'est choses comme ça, ça. T'étais c'est ça, athlète c'est douane, ça. quoi. Ok. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai fait ça pendant 7 ans à la douane. Du coup, je connais par cœur les droits des douanements ou autres. C'est toujours quelque chose qui est toujours utile, mais voilà, du coup, je connais Bah pas c'est mal. utile surtout quand tu prends l'avion, tu fais les allers-retours Martinique France, Voilà, c'est c'est ça, toujours ouais. utile. C'est assez utile. Et après mon arrivée chez Alten, en fait, à l'époque, c'était l'ancien président du pôle CIRT, le pôle CIRT, c'est Système d'information en réseau et télécom, avait ouvert un peu le métier de l'ingénierie, des ingénieurs d'affaires. En fait, ingénieur d'affaires, on appelle ça chez nous dans le jargon, on dit business manager, en fait. D'accord? Ok. Voilà. Qui recherchaient des business managers, ils avaient ouvert le poste à des sportifs de haut niveau. Parce qu'ils savaient que nous, les sportifs de haut niveau, on savait un peu négocier nos contrats, on savait aller chercher des nouveaux partenaires et autres.
Et du coup, comme j'étais en recherche, j'ai dit bon pourquoi pas, je cherche un nouveau challenge. J'avais trois entreprises qui me voulaient me recruter. J'avais Orange qui voulait me recruter pour être business manager, c'est-à-dire vendre des contrats, des forfaits, des appareils téléphoniques, d'accord. Et aussi Veolia qui voulait m'embaucher pour être dans la géolocalisation, c'est-à-dire de travailler sur le trajet des bus, le trajet des camions à benne, voilà, de vraiment optimiser le trajet, les différents trajets de la circulation des véhicules. C'est quoi leur intérêt, eux, dans les boîtes, je veux dire? C'est quoi leur intérêt? Bien sûr, parce que tu avais des compétences, mais Ouais. c'est quoi leur intérêt de recruter un sportif de haut niveau? Tu vois, est-ce que c'est par rapport à l'image, l'aura qu'il y a derrière? Mais ouais, en fait, alors du coup, il y a l'image aussi, il y a l'image du sportif, et puis aussi de démontrer que un sportif de haut niveau peut apprendre un métier et puis aussi peut aider ses collègues. Parce que c'est vrai que dans le métier que je fais, on est business manager, on est responsable de grands comptes, on doit répondre à des appels d'offres que nos clients nous envoient. Il faut trouver la perle rare, limite le mouton à 5 pattes pour démontrer que voilà que c'est ce consultant là qui fera le projet. Et voilà, et c'est à partir de ça. Du coup, c'est un monde qui a un peu de stress. Dans le métier que je fais, il peut y avoir pas mal de stress, mais comme moi, je suis pas vraiment stressé, j'arrive à bien répondre à ces différents projets, à permettre à mes collègues de monter aussi en compétences aussi. Parce que quand je suis arrivé au sein du groupe Alten, du coup, j'ai proposé à les aider, notamment, je donne un exemple, je suis parti à Alten en Bruxelles pour pouvoir dynamiser un peu les équipes, faire des échanges avec eux. Voilà, montrer, participer de mon parcours en tant qu'athlète jusqu'à que j'ai changé et à mon nouveau parcours de maintenant de responsable d'agence, quoi. Ouais, et du coup, alors tu viens de le dire un petit peu, Mhm. j'avais une question dans ma tête pendant que tu parlais de tout ça, c'était qu'est-ce en quoi ça a pu t'aider dans ton métier maintenant d'être sportif de haut niveau? Tu viens de dire un petit peu, tu viens de donner un élément de réponse et sur le stress déjà, tu permets de comprendre mieux le stress et de comment dire de vivre avec quoi en quelque sorte. En quoi ça t'a aidé d'autres d'être sportif de haut niveau? Maintenant, quelles sont les Ouais. compétences tu vois qui peuvent t'aider maintenant par rapport à ton passif de sportif de haut niveau? Ouais. Ben, en fait, en étant sportif de haut niveau, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il graine, on va s'entraîner. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le BA, le très simple. Je me rappelle, j'allais faire des côtes, il faisait moins de dehors, on avait nos capuches sous la pluie, on allait courir, quoi. Cette droiture-là que j'ai acquise dans le sport qui m'a permis de répondre à ce nouveau challenge-là que je le mets toujours en jour au sein du groupe Alten, parce que c'est challengeant, parce que c'est vrai que souvent, il y a des salariés qui sont fatigués, qui n'ont pas envie d'aller bosser. Mais moi, qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il grêle, je vais bosser, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et aussi, le côté challengeant aussi de ce métier-là, le passé de sportif nous aide aussi à acquérir ce genre de choses, quoi. Ouais, et puis j'imagine, comme tu dis, il y a une force de travail Oui, quand ouais, t'es sportif de haut niveau et en fait, si tu dois apprendre, comme tu dis, t'as dû apprendre plein de choses différentes parce que t'es passé dans plein de métiers différents. c'est En fait, ça. cette capacité d'apprendre rapidement des choses et de travailler beaucoup, en fait, tu l'avais acquise quand t'étais Mhm, sportif de haut niveau. Alors, juste, je reviens sur une chose que tu m'as dit. En 2003, t'as dit, mhm. le matin, je faisais mon sport. Donc 2003, on rappelle, c'est finalement vers les débuts de De ta ma carrière. carrière, ouais. Et tu dis, bah, le matin, je faisais du sport et l'après-midi, j'avais rien à faire. Du coup, je voulais trouver un boulot. Alors, Ouais. je t'avoue que il y a pas tout le monde qui fait ça parce que c'est quand même intense psychologiquement d'être sportif de haut niveau quand même. Donc, il y Oui, a plein de ouais, choses à ouais. penser. Est-ce que justement, ça n'a pas été, pourquoi déjà tu veux commencer si tôt à travailler en plus de ta carrière? Est-ce que tu avais justement des inquiétudes par rapport à la suite? Et Ouais. est-ce que c'était pas dur à gérer en même temps les deux? Ouais. Ben, en fait, c'est vrai que moi, ben, ça vient d'une éducation que j'ai eue déjà de maternelle, parce que je suis l'aîné de la famille, et puis quand ma mère travaillait, ben, je devais m'occuper de mes petits frères. Voilà, du coup, ça a toujours été un élément pour moi de toujours travailler. Et aussi, quand je suis arrivé en 2003 à Paris, j'avais qu'un seul contrat, j'avais un contrat d'Adidas, mais c'était un contrat équipementier. Du coup, j'avais qu'une dotation. J'avais la Française des Jeux qui me donnait un contrat financier par trimestre, mais du coup voilà, c'était pas exorbitant, voilà parce que je débutais, j'étais jeune
En 2003, j'avais même pas encore, je devais avoir 18-19 ans. Voilà, j'étais pas encore à ça. Et en plus, j'ai fait un pari fou de quitter la Martinique, de m'installer en métropole. Je me suis pas installé à l'INSEP, j'allais m'entraîner à l'INSEP, c'est-à-dire que j'avais un appartement que je devais le payer, et voilà. Et du coup, heureusement que j'avais un club qui me soutenait, le S Montgeron, qui me finançait l'appartement. Mais après tout ça, il faut, voilà, il faut. C'est pour ça que j'ai voulu travailler, apprendre des choses pour pouvoir, si demain j'ai un souci, j'ai une blessure ou autre, que je sais que j'ai un bagage à côté, quoi. Ouais, parce que ta retraite, tu l'as pris en 2015. Ouais, du coup, tu C'est pensais ça. déjà à ça, à l'après en quelque sorte. Euh, est-ce que cet après, donc quand t'es arrivé en 2015, ta retraite sportive, tu Mhm. l'as décidé comment? Comment t'as décidé cette retraite? Ouais. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi t'as pas voulu aller Mhm. jusqu'en 2016 au prochain Ouais, JO? ouais, ouais, ouais. Alors du coup, en fait, alors comment ça s'est fait en fait? En gros, quand j'ai atterri chez Alten en 2013, voilà, le 7 janvier 2013, je suis rentré chez Alten. Alors, je suis arrivé chez Alten en tant qu'ingénieur d'affaires, d'accord? Mais comme je connaissais pas du tout les métiers, j'ai préféré commencer en tant que chargé de recrutement, d'accord? C'est-à-dire appeler les candidats, chercher les candidats sur Internet, sur les différents job boards, d'accord? Les contacter. Et en même temps que je faisais ce genre de choses, j'apprenais aussi les fiches des candidats. D'accord. C'est-à-dire, quand je devais appeler un développeur de Java J2E, ben, je devais savoir qu'est-ce qu'il faisait, ben, j'allais me connecter sur Internet, qu'est-ce que c'est Java J2E. Et aussi, il faut dire que aussi, quand j'ai atterri au sein du groupe Alten, je suis rentré à l'école. On appelle ça en pre-fi. Du coup, j'ai appris le métier commercial. Parce que le métier commercial chez nous, dans le monde de S2I, c'est trois métiers en un. C'est-à-dire, un, je vais faire du recrutement, d'accord? Deux, je vais manager les ingénieurs que j'ai recrutés, d'accord? Et trois, la partie commerciale va arriver, c'est-à-dire j'aurai des suivis commerciaux avec mes ingénieurs, savoir prospecter, aller chercher des nouveaux clients, faire des suivis de points avec des clients. Du coup, il faut savoir bien parler, il faut savoir dans quel jargon on parle, tout ce qui est autour de l'informatique et tout ça, quoi. Du coup, c'est un double travail pour moi, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle au tout début, le soir quand je rentrais chez moi, j'avais un lutin avec plein de métiers. Du coup, j'apprenais par cœur. Voilà, c'était dur. Ben oui, c'était très, très, très dur. C'était très dur. Et en même temps, je m'entraînais aussi. C'est-à-dire que je m'entraînais le matin et j'allais travailler l'après-midi. Parce que j'avais fait un accord avec le groupe Alten que je pouvais, du coup, j'ai pris ma retraite en 2015, mais entre 2013 et 2015, je faisais des meetings, quoi. Je faisais des meetings, je faisais des championnats, voilà, pour porter les couleurs aussi du groupe, quoi, pour montrer à tout le monde que voilà, j'ai une belle reconversion et que je travaille au sein du groupe Alten. Ouais, ouais, complètement. Et maintenant, du coup, ton métier là maintenant aujourd'hui, il consiste en quoi du coup là? Alors, mon métier aujourd'hui consiste alors, dans le jargon, on va toujours dire business manager, mais c'est en gros, j'ai une agence avec X nombre de consultants, d'accord, que je les manage, d'accord. Et mon rôle, je suis dans les télécoms, mon rôle, c'est d'envoyer mes différents projets, mes différents clients sur des différents projets. Ça peut être Bouygues, SFR, Orange ou autre, voilà. Et mon rôle, c'est de répondre aux appels d'offres que les clients nous envoient, d'accord. Et on étudie cet appel d'offres et on trouve le meilleur consultant qui pourra effectuer ce travail-là. Voilà, c'est Ok. ça. Ouais. Ok, ok. Donc t'es aussi toujours bon. Maintenant, t'as une expérience beaucoup plus grande, j'imagine, au fur et à mesure de Mhm. toutes ces années. Mais donc tu connais un peu tous les Mhm. métiers et tu vas recruter la C'est meilleure ça. personne pour un Ouais. projet. Ok. Euh, maintenant, tu fais toujours du sport ou pas? Oui, oui, toujours un peu, toujours un peu. Parce que là, j'ai un petit stade à côté de chez moi, là, j'ai un petit stade de 200 mètres carrés qui est pas très loin. Du Ok. coup, je vais courir un peu de temps en temps parce que ça me demande, ça me manque. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que je m'entraînais quand même 6 jours sur 7 et ça manque, quoi. Parce que le Ouais, c'est comme corps. une drogue après le Ah sport, oui, quoi. ah Quand oui. on a commencé. Mais Et toujours. par contre, c'est embêtant parce que quand je décide de faire un petit footing ou autre, ben, le côté professionnel revient au galop. Et parce que là, je dis, tiens, ah non, c'est pas bon, je dois faire comme si je comme ça. Du coup, c'est plus un loisir, en fait. Du coup, là, j'ai envie de m'inscrire sur d'autres sports pour apprendre. Là, je pense faire un peu de boxe, là. Je vais m'inscrire à la boxe, mais avec le Covid, du coup, on attend.
Mais quand je pratique l'athlétisme, c'est vrai que c'est embêtant parce que le côté professionnel revient tout de suite, quoi. Du Bah coup, oui, t'as envie de performer, t'as voilà, t'as envie envie de d'être meilleur. performer, t'as envie Ouais. d'être meilleur, voilà, quoi. Et du coup, et ça, c'est assez marrant parce que on avait au sein du groupe Alter, on était partenaire le challenge des grandes écoles qui se court toujours à Charletti. Et du coup, je m'entraînais pendant un mois complet pour pouvoir participer à un relais. Et voilà, je prenais juste un mois pour juste m'entraîner pour faire 80 mètres de course. Et du coup, c'était marrant parce que je voyais que je perdais rien et que la vélocité était toujours là. Même si j'ai pris un peu de poids, mais la vélocité était toujours là et je courais toujours aussi vite, quoi. Du coup, c'est marrant. Et du coup, voilà, j'allais venir à cette question. Le 60 mètres, est-ce que le 60 mètres ou le 100 mètres, tu te chronomètres toujours ou pas? Ouais, si, parce qu'en fait, le stade qui est à côté de chez moi, c'est un stade en tartan. Elle fait 200 mètres. Mais quand je fais, parce que j'aime bien faire des lignes droites en 17 secondes, en 15 secondes, j'en fais 10, comme ça d'affilée, avec des abdos et des pompes. Et de temps en temps, je pense que si je me mets à fond dedans, je peux courir sur les 11, ça c'est sûr. Manuel, hein. Ah, Manuel, ah, t'es manuel. toujours au top quand même. Ouais, manuel, ouais. Alors, j'ai vu un autre truc sur Insta. J'ai parcouru ton Insta quand j'ai préparé l'interview. Et j'ai vu que tu avais pas mal de photos. Je dis pas mal, mais ceux qui regardent, ceux qui te suivent sur Insta, allez-y faire un tour. Ouais. Ça donne envie parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de plats. Quand je dis beaucoup, c'est 90% de ton De Insta, c'est des photographe, photos de plats. ouais, Alors, donc pour les gourmands, j'invite vraiment à faire un tour sur ton Instagram. ouais. Tu veux ouvrir un resto? C'est quoi la prochaine étape? Ben, en fait, je suis passionné par la cuisine. J'adore la cuisine. C'est vrai que la cuisine ne se marie pas avec un sportif de haut niveau parce que j'adore la bouffe, hein. Et là, je suis sur Instagram. Ma passion, c'est plus du stylisme culinaire, en fait. En fait, c'est comment associer les différentes couleurs sur un plat qu'on va créer, en fait. Voilà, c'est un peu complexe, voilà, mais du coup, voilà, je suis passionné par ça, par les choses qui sont assez minimalistes. En fait, c'est un peu comme la gastro, en fait, hein, voilà, c'est un peu comme la gastronomie. Et j'aime bien associer les couleurs, j'aime bien associer un peu tout ce qui vient de la mer et de la terre, voilà, des associations qui sont improbables et du coup, ça donne du bon goût et du coup, et en plus, je suis vraiment content parce que je suis suivi par beaucoup de chefs qui sont même des chefs étoilés et de temps en temps qui me demandent si j'ai envie de bosser avec eux. Mais voilà, ce sera ben, vraiment plus tard. C'est juste ma passion. C'est vraiment ma passion, la cuisine. J'adore ça. Et ça me détend. Quand je sors d'une grosse journée de travail, ben, j'aime bien me détendre sur ça, quoi. Ah, mais ça donne vraiment envie. Et j'invite Valentin que j'ai eu sur le podcast, qui est cuisinier à l'INSEP là en ce moment, Mhm. à regarder ton profil parce que ça peut l'inspirer pour les sportifs peut-être qui se Ouais. préparent. Euh, enfin, avant de finir sur des questions rapides, j'ai une dernière Mhm. question. Si tu devais dire quelque chose à tous les jeunes athlètes qui pourraient nous entendre, Mhm. si tu avais un conseil pour leur avenir et leur après-carrière, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, moi, le conseil que je donne à tout le monde et que je vois encore ce matin, j'ai eu un sportif qui m'a appelé, qui est en pleine reconversion. C'est de ne pas lâcher les études, de ne pas croire que, en fait, que l'athlétisme, moi, je prends l'exemple de l'athlétisme, hein. L'athlétisme, c'est un sport amateur. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'athlètes qui ont un niveau national et qui n'ont pas d'argent, qui ne vivent pas de l'athlétisme, mais qui abandonnent tout, en fait, qui se donnent corps et âme pour l'athlétisme pour essayer de gagner quelque chose. Moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas arrêter les études, de continuer les études en parallèle, d'accord, de s'inscrire sur un sport études et autres pour qu'ils puissent avoir un bagage technique derrière, quoi. Parce que si moi, de mon côté, j'avais pas fait ça, ben voilà, quoi, je serais voilà quoi, c'est dur parce que moi, c'est vrai quand je suis arrivé en métropole, si j'ai pas fait toutes ces étapes là que j'ai pu faire, fiscalité, douane et autres, ben j'aurais eu quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait derrière? Voilà. Et ça voilà, et c'est ça que moi je dis souvent aux jeunes, c'est de ne pas abandonner les études. C'est vrai que qu'on gagne quelques courses d'un type de champion d'Europe ou autre et qu'on décide d'être professionnel parce qu'on a des partenariats qui peuvent nous aider, mais il faut quand même pencher sous la précarrière. Par exemple, ce matin, j'ai un footballeur, un gardien qui a joué en Ligue 1, voilà, et là, il entame sa reconversion, il veut devenir développeur full stack,
il me demandait quel genre de formation qu'il puisse prendre. Et ce genre de conseils, voilà, je donne des conseils. Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'ai beaucoup de sportifs qui m'appellent, qui me demandent sur la reconversion, qu'est-ce qu'il faut faire et autres, quoi. Et moi, j'estime que les différentes fédérations ne font pas leur boulot, parce que les fédérations, des fois, leur problème, c'est que euh, euh, les fédérations voient que la performance de l'athlète, mais ils ne voient pas la reconversion de l'athlète, quoi. Et moi, j'estime que les différentes fédérations doivent bosser aussi dessus. Voilà. Ils doivent pas voir que la performance, mais ils doivent aussi l'après-carrière de l'athlète. Voilà. Ouais, complètement. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place un peu là Mhm. maintenant. Il y a des choses à l'INSEP. J'ai vu en parlant avec Gagny Alous qui se mettent Mhm. en place, mais c'est vrai que c'est hyper important. Et j'en parlais avec aussi Muriel Urtis que t'as dû bien Oui, connaître, ouais. et Mhm. qui me disait exactement la même chose, que c'était très, elle qui a fait un peu le même parcours, je veux dire, dans le sens où Ouais, elle ouais. a prévu en amont C'est des choses ça. à faire, Ouais, c'est ça. et en fait elle disait qu'elle a vu des athlètes qui se sont complètement perdus Ben oui. et qui maintenant galèrent, vraiment Ouais, c'est ça, galèrent. qui galèrent Ouais. beaucoup. Moi, j'en ai pas mal qui galèrent, qui m'appellent. Mais voilà, c'est dommage, quoi. Ouais. Mm. En plus, j'ai même participé à un texte de loi. J'avais été audité à l'Assemblée nationale par les différents députés voilà, pour vraiment mettre en place un texte de loi sur ça, parce que c'est quelque chose. On représente la France, on représente notre nation, et derrière, pour une reconversion, ça c'est complexe, quoi. Ouais. Oui, et puis tous les partenaires, quand on arrête le sport, ils sont là quand on est au top, Et ouais, mais dès qu'on ouais, part, ils sont souvent plus là. Bah ouais, j'invite tous, si les sportifs nous écoutent là sur le podcast, je les invite à, s'ils peuvent te demander des oui, conseils, bien donc sûr, à te bien sûr, bien contacter sûr. sur Ouais, Insta ou Sur LinkedIn. Insta ou LinkedIn, ça va avec grand plaisir. Et voilà, moi je ferai un grand plaisir à les aider. Et voilà, pour tout vous dire, en plus, c'est pratiquement tous les sports qui me contactent. J'ai l'escrime, j'ai le judo. Là, j'ai le garageur de foot ce matin qui m'a contacté. J'ai des athlètes qui m'appellent aussi. Moi, je peux aider tout le monde. Il n'y a pas de souci, au contraire. Ouais, puis c'est intéressant parce que ton parcours, comme t'as dit, t'as Voilà, fait c'est plein de ça. choses, Voilà. donc ça peut être intéressant. Alors, je voudrais finir sur les questions rapides. Ça peut être des questions sport ou pas sport. Mhm. Le but, c'est de répondre en 30 secondes max. D'accord. T'es prêt? Ouais. Le plat que tu sais le mieux faire. Le plat que je me cuisiner, c'est tout ce qui est autour des fruits de mer. On appelle ça chez nous aux Antilles le domboué de crevettes. Ce sont des crevettes avec des boules de farine, un peu comme les gnocchis. Alors, il est presque midi, m'en parle pas trop parce que ça me donne trop faim. Ton souvenir sportif qui t'a le plus marqué en tant que spectateur. En tant que spectateur, moi je suis fan de rallye et j'ai eu la chance d'aller voir une course de côte à la Montagne Noire et j'ai vu comment les mecs ils roulaient, mais j'ai dit mais c'est assez affolant, quoi. C'était un très J'y beau suis jamais spectacle. allé, je pense que c'est une chose à faire, ouais. Tu préfères voyager dans le passé ou voyager dans le futur, et pourquoi? Je préfère le passé parce que s'il y a des choses que j'aurais pu, voilà, si je pouvais me téléporter dans le passé, j'aurais pu changer des choses. Ok, t'as pas peur que ça change ta vie de maintenant? Que ça Non, déforme tout? ouais, Non? peut-être que ma vie serait nettement mieux. Ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais maintenant? Ce que j'aime le plus, c'est les rencontres, parce qu'avec mon métier, c'est que je côtoie beaucoup de gens, et c'est marrant parce que souvent quand les gens ils tapent mon nom sur LinkedIn, parce que voilà, quand on reçoit des candidatures, ils tapent mon nom sur LinkedIn et puis je dis tiens, ils savent qui je suis, du coup il faut être très carré en fait lors de l'entretien. Ouais, complètement, pour que tu remontes qu'il y a autre chose après le sport. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimerais apprendre en plus avec toutes les choses que t'as déjà appris si t'avais le temps pour le faire? Ben là, j'ai envie de me lancer un peu parce que ben, juste avant l'interview, je prenais des exercices de diction parce que j'aimerais faire un peu de théâtre. D'accord. Du coup, j'ai mon petit crayon à la main, voilà, pour apprendre à prononcer et puis voilà, ce genre de choses, quoi. Eh ben, Un tu peu nous comme diras ça. dès que les théâtres ça réouvre et que tu fais un Voilà. spectacle, on est à l'écoute. Plutôt un bon vin ou un bon cigare? J'aime les deux. Je suis très fan de vin.
J'ai une très belle cave. Je suis passionné par le vin. Alors, ma passion par le vin, en 30 secondes, c'est en gros, chaque meeting, on nous donnait des bouteilles de vin, en fait, en cadeau, voilà, sur le podium. Et puis, j'ai pris la passion du vin. Du coup, j'en ai pas mal, ouais. Mais un bon cigare, j'ai du bon cigare que Darrell Robles, le champion du monde à l'époque du 110 mètres, m'avait offert, qui venait de Cuba. Et du coup, voilà, je suis fan aussi de cigares aussi, ouais. Bon, les deux, quoi. Tu te mets tu te mets au milieu, quoi. Ouais, les deux, ouais. Enfin, un ancien athlète de haut niveau que je devrais inviter sur le podcast. Un vrai, moi je dirais quelqu'un qui pourra apporter pas mal de choses, français ou étranger. Français ou étranger, mais qui parle quand même le français, parce que c'est un podcast français. Ouais. Alors moi je dirais quelqu'un qui donne de très très bons conseils. Moi je parlerais plus côté entraîneur. Je dirais François Pépin, c'est un ancien athlète. François Pépin, c'est quelqu'un qui a connu pas mal de choses dans le monde de l'athlétisme. Et puis aussi quelqu'un aussi qui m'a vraiment plu côté anglais, c'est Dwan Chambers, parce que c'est vrai qu'il a battu mon record d'Europe du 60 mètres, ben voilà, c'est pas un problème. Mais en fait, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a tout fait par rapport à son passé de dopage et qui a voulu revenir dans la clé et qui a pris tous les critiques. Et quand je vois des Américains qui prennent 2 ans et qui reviennent, qui gagnent des titres et qu'on dit rien du tout, et que lui, il a avoué qu'il a pris des trucs, qu'il a démontré dans ses bouquins. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être pas mal, qui pourra aiguiller beaucoup de jeunes sur la pratique, sur le dopage aussi. Eh ben, merci beaucoup, Ronald. Merci beaucoup. J'espère que ça inspirera beaucoup de sportifs et beaucoup de personnes qui aiment le sport et aussi ceux qui t'ont vu comme moi, sûrement en 2003 ou avant ou après. J'espère que t'as passé un bon moment aussi. Oui, j'ai passé un excellent moment. Et puis en plus, ce sont des beaux souvenirs parce que je suis content quand même de pratiquer l'athlétisme, d'arriver dans une période en athlétisme que j'ai connu plusieurs mondes. J'ai connu le monde quand je suis arrivé en athlétisme, le monde de Michael Johnson sur le 200 mètres, après Maurice Green, après l'ère de Justin Gatlin, Tyson Gay, Bolt, Lemaître, Vico. Voilà, du coup, j'ai eu toute cette décennie d'athlètes que j'ai connus, du coup, ça m'a fait plaisir, quoi. Ouais, je comprends. Mais oui, parce que t'as même couru avec Vico, il me semble. Ouais. Ouais, si, je me suis entraîné avec Vico. Ouais. Il s'est entraîné avec moi, Vico, à l'époque. Et puis voilà, du coup, ça m'a fait plaisir de voir. Et puis aussi, il faut dire que quand j'ai débuté l'athlétisme, c'est que j'étais vraiment fan de Lidford Christie. Voilà, je gagne la Coupe d'Europe. Je gagne une Coupe d'Europe. C'était à Florence et Lidford Christie vient me féliciter. Voilà. Ouais, le rêve d'un enfant qui est accompli, ouais. Voilà. Et ben, merci encore, Ronald. J'espère que les auditeurs les auditrices ont passé un super moment. S'ils sont arrivés jusque là, je pense que oui. Et je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. J'aurai d'autres, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, @LCDS comme la clé du succès, lcds.podcast.sport. Et mon compte perso, @Bronchard-Mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify. Enfin, je remercie beaucoup Marine Ferry et Félix Fatalo qui m'aident beaucoup depuis peu sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté chez tout le monde. Allez, je vous dis au prochain épisode, à plus.